8 avril 1943. Ciel clair au-dessus de la France occupée. À plus de 8000 mètres d'altitude, lorsque l'Oberleutnant allemand Ralph Herrmichen, as de la Jag de Geschwader 26, observa à travers la verrière de son Focke-Wulf 190 A5 une formation américaine inhabituelle qui peinait à monter. Lourde, massive, presque ridicule selon les standards de la Luftwaffe. Et ce jour-là, comme beaucoup d'autres pilotes allemands expérimentés, vétérans de Pologne, de France, d'Angleterre et du front de l'Est, il sourit derrière son masque à oxygène en voyant ces nouveaux chasseurs américains, des Republic P-47 Thunderbolt, lutter contre la gravité. Car pour lui et pour ses camarades, la guerre aérienne reposait encore sur des règles anciennes, la finesse, la montée rapide, le virage serré, l'expérience individuelle. Et ces machines américaines semblaient violer toutes ces lois non écrites, trop grosses, trop lentes, trop industrielles, surnommées avec mépris « Flying Milk Bottles », bouteilles de lait volantes. Tandis qu'en dessous, 16 P-47 du 4th Fighter Group de l'US Army Air Force, menés par le major Donald Blakesley, poursuivaient leur ascension au-dessus d'un territoire français déjà écrasé par 3 années d'occupation allemande, sans que personne, ni dans le ciel ni sur le sol, ne comprenne encore que ce moment marquait le début d'un basculement irréversible. Car ce que les pilotes allemands ne savaient pas, c'est que ces appareils moqués incarnaient une nouvelle logique de guerre, née non pas dans les académies militaires européennes, mais dans les usines américaines. Une logique où la masse, la puissance industrielle et la capacité d'absorption remplaceraient progressivement la virtuosité individuelle. Et cette même logique, à des milliers de kilomètres de là, était déjà à l'œuvre depuis des décennies dans un autre empire occidental, la Belgique, dont l'administration coloniale, installée à Bruxelles, appliquait dans le Congo belge une violence tout aussi systématique mais infiniment plus silencieuse. Car tandis que les canons de 12,7 mm des Thunderbolt n'avaient pas encore parlé, des décrets coloniaux belges, tels que ceux encadrant la gestion des enfants métis dans les années 1920 et 1930, avaient déjà transformé des vies humaines en dossiers, en numéros, en décisions irrévocables prises au nom de l'ordre, de la morale et de la stabilité impériale. Et ces deux réalités, la guerre aérienne au-dessus de la France et l'ingénierie sociale en Afrique centrale, obéissaient à une même matrice mentale occidentale, celle d'un pouvoir convaincu que la rationalité, la technique et l'organisation pouvaient tout justifier. Car dans les cockpits allemands, on croyait encore que l'expérience humaine dominerait la machine, et dans les bureaux coloniaux belges, on croyait que l'administration pouvait réécrire l'identité d'un enfant sans conséquence. Pourtant, dès ces premiers affrontements d'avril 1943, quelque chose d'inquiétant apparut dans les rapports de combat allemands. Les P-47 touchés ne tombaient pas, revenaient à leurs bases en Angleterre criblés d'impacts, moteurs encore tournant malgré les obus de 20 mm, comme si la logique même de la destruction était en train de changer. Et cette résistance mécanique faisait écho, d'une manière troublante, à la résistance humaine invisible qui s'était déjà manifestée dans le Congo belge, lorsque des mères privées de leurs enfants commencèrent à conserver des souvenirs, des noms, des dates, défiant silencieusement les archives officielles. Car que ce soit dans le ciel français ou dans les territoires coloniaux africains, le choc à venir serait le même, la découverte que les systèmes les plus puissants, qu'ils soient militaires ou administratifs, produisaient des conséquences qu'ils ne pouvaient plus entièrement contrôler. Et en ce mois d'avril 1943, alors que les pilotes allemands riaient encore et que les fonctionnaires coloniaux belges continuaient à signer des documents avec une certitude froide, l'histoire était déjà en train de glisser vers une vérité plus brutale, celle où la supériorité technique américaine dans le ciel et la violence bureaucratique européenne sur le sol allaient révéler chacune à leur manière le prix humain colossal d'un monde convaincu que l'efficacité suffisait à tout excuser. Au cours des semaines qui suivirent le 8 avril 1943, les rapports de la Luftwaffe commencèrent à changer de ton, car ce qui avait été noté d'abord comme une curiosité technique devint rapidement une source d'inquiétude stratégique, notamment au sein de la Jagdgeschwader 26 et de la Jagdgeschwader 2,
unité chargée de défendre le ciel de la France occupée, puisque les pilotes allemands, parmi lesquels des noms respectés comme Hans Philipp, Wilhelm Ferdinand Galland ou Joseph Priller, constataient que les affrontements avec les P-47 Thunderbolt ne suivaient plus les schémas habituels, car ces chasseurs américains, pilotés par des hommes encore novices au combat européen, refusaient les combats tournoyants, plongeaient depuis des altitudes extrêmes, frappaient avec une violence concentrée, puis disparaissaient vers le ciel, laissant derrière eux des appareils allemands littéralement déchirés par des rafales continues de 8 mitrailleuses Browning de calibre .50, une puissance de feu inconnue jusque-là. Et cette transformation progressive de la guerre aérienne, que l'état-major allemand tenta d'expliquer par des erreurs tactiques isolées, trouvait un écho troublant dans un autre ensemble de rapports, bien plus anciens, rédigés à des milliers de kilomètres du front européen, dans les archives du ministère des colonies belges, où dès les années 1920, des fonctionnaires avaient déjà noté, sans jamais remettre en cause le système, les conséquences psychologiques de la politique d'enlèvement des enfants métis au Congo belge, car à Élisabethville, à Léopoldville et dans les provinces minières du Katanga, les missionnaires catholiques et les agents territoriaux appliquaient avec rigueur des directives venues de Bruxelles, visant à séparer ces enfants de leurs mères africaines afin de préserver une hiérarchie raciale considérée comme essentielle à la stabilité coloniale. Et là aussi, comme dans le ciel français en 1943, ceux qui mettaient en œuvre ces décisions étaient convaincus d'agir rationnellement, efficacement, au service d'un ordre supérieur, sans mesurer que chaque dossier classé, chaque enfant rebaptisé, chaque identité effacée constituait une charge morale différée, destinée à revenir un jour hanter les sociétés qui l'avaient produite, tandis que dans le ciel, la logique industrielle américaine s'imposait avec une brutalité mathématique, car les usines de Republic Aviation à Farmingdale et à Evansville livraient des centaines de Thunderbolt, remplaçant en quelques jours des pertes que l'Allemagne mettait des mois à compenser. Et cette asymétrie, d'abord masquée par l'expérience des as allemands, devint évidente à l'été 1943, lorsque les pertes de pilotes expérimentés commencèrent à s'accumuler, chaque nom rayé des effectifs représentant un savoir irremplaçable, de la même manière que dans le Congo belge, chaque mère privée de son enfant représentait un lien rompu que ni l'éducation missionnaire ni les faux certificats de naissance ne pourraient jamais réparer. Et tandis que les stratèges allemands tentaient d'adapter leur tactique à cette nouvelle menace venue d'Amérique, les autorités belges continuaient, elles, à perfectionner un système administratif où la violence n'était jamais spectaculaire, mais toujours définitive, car les enfants envoyés vers des missions, ou parfois vers l'Europe même, perdaient non seulement leur famille, mais aussi leur langue, leur histoire et leur nom. Exactement comme les pilotes allemands perdaient face aux Thunderbolt la maîtrise d'un ciel qu'ils avaient longtemps considéré comme leur domaine naturel. Et dans les deux cas, le choc ne fut pas immédiat, mais progressif, marqué par une série de signaux faibles que les décideurs refusèrent d'interpréter à temps, car reconnaître l'échec aurait signifié admettre que les fondements mêmes de leur puissance, l'élitisme militaire pour l'Allemagne, la mission civilisatrice pour la Belgique, reposaient sur des illusions. Et ainsi, entre l'été et l'automne 1943, alors que les bombardements alliés s'intensifiaient au-dessus de l'Europe et que les convois coloniaux continuaient à quitter l'Afrique chargés de minerais stratégiques, une vérité commune commençait à émerger, silencieuse mais implacable. Les systèmes fondés sur la déshumanisation finissent toujours par se retourner contre ceux qui les ont créés, non pas par un effondrement soudain, mais par une lente accumulation de conséquences que plus aucun rapport, aussi soigneusement rédigé soit-il, ne peut contenir. À l'automne 1943, le basculement devint impossible à ignorer, car le 26 juin 1943, au-dessus de Lille puis le 4 juillet près de Rouen, des combats rapportés par les groupes de chasse américains confirmèrent ce que les Allemands refusaient encore d'admettre officiellement. Lorsqu'un P-47 Thunderbolt parvenait à placer ses 8 mitrailleuses Browning sur une cible, même pendant quelques secondes, l'avion adverse ne tombait pas, il se désintégrait.
Et cet effet cumulatif de feu, rendu possible par une cadence et une réserve de munitions sans équivalent, transforma le ciel de la France occupée en un espace de calcul froid où l'erreur humaine n'avait plus droit à l'approximation, tandis que des pilotes américains comme Robert S. Johnson du 61st Fighter Squadron revenaient à leur base de Manston avec des appareils littéralement transpercés par des obus de 20 mm, prouvant par les impacts comptabilisés sur la carlingue que la résistance mécanique du Thunderbolt n'était pas un mythe, mais une réalité industrielle. Et ce jour-là, lorsque Johnson survécut à une attaque menée par un pilote allemand de la JG-26 qui, après avoir vidé ses munitions, se contenta de le saluer avant de rompre le combat, un symbole se grava silencieusement dans la mémoire des deux camps. La supériorité technique venait de changer de camp. Et cette prise de conscience, encore fragmentaire dans les rapports de la Luftwaffe, se reflétait curieusement dans un autre type de documents rédigés à la même période, bien loin des champs de bataille européens, dans les bureaux feutrés de Bruxelles, où les administrateurs coloniaux belges, confrontés à l'augmentation du nombre d'enfants métis retirés à leur mère au Congo belge, commençaient à constater des difficultés d'intégration dans les missions catholiques, sans jamais remettre en cause la légitimité du dispositif, car à Elisabethville, en Katanga, comme à Stanleyville, les registres s'épaississaient, les noms africains disparaissaient au profit de patronymes européens, et les enfants, rebaptisés et réassignés, devenaient des preuves vivantes d'une politique que l'État belge présentait encore comme humanitaire, alors même que certains missionnaires, parmi lesquels des prêtres formés à Louvain, commençaient à consigner dans des carnets privés les pleurs nocturnes, les fugues, les refus de manger, signes évidents d'un traumatisme que les décrets de 1920 et 1923 ne prévoyaient pas, car là aussi, comme dans le ciel de France, le système produisait des effets secondaires qu'il ne savait pas absorber. Et tandis que l'aviation américaine affinait ses tactiques de boom and zoom, plongeant depuis 9000 mètres, frappant puis remontant hors de portée des Messerschmitt Bf-109 et des Focke-Wulf 190, les autorités belges perfectionnaient leurs procédures d'archivage, transférant parfois certains enfants vers la métropole, vers Antwerp ou Bruges, effaçant administrativement toute trace de leur origine africaine, convaincus que le papier pouvait suffire à refaire une identité. Et dans ces deux mondes si différents en apparence, la même illusion persistait, celle que la maîtrise technique ou administrative permettait d'échapper aux conséquences morales. Pourtant, dès la fin de l'année 1943, les pertes allemandes en pilotes expérimentés devinrent irréversibles, car chaque as abattu représentait des années de formation perdue, tout comme chaque enfant arraché à sa mère représentait une fracture humaine que ni l'Église ni l'État belge ne sauraient refermer. Et lorsque les états-majors allemands commencèrent à parler, à mots couverts, d'une guerre d'usure impossible à gagner face à la capacité industrielle des États-Unis, certains fonctionnaires coloniaux, eux aussi, commencèrent à craindre que les archives qu'ils produisaient avec tant de rigueur puissent un jour devenir des preuves à charge, car l'histoire, lentement, prenait une direction que ni les pilotes de la Luftwaffe ni les administrateurs coloniaux n'avaient anticipée, une direction où la puissance des systèmes qu'ils servaient révélait non leur invincibilité, mais leur vulnérabilité profonde face au temps, à la mémoire et aux vies humaines qu'ils avaient tenté de réduire à des variables contrôlables. Au début de l'année 1944, la guerre entra dans une phase où plus aucune illusion ne subsistait. Car en janvier, les premiers P-47D équipés d'hélices à large pale arrivèrent en masse en Angleterre, modifiant définitivement l'équation aérienne au-dessus de la France occupée. Et lorsque des pilotes allemands comme Joseph Priller, commandant de la JG-26, notèrent dans leur rapport que ces nouveaux Thunderbolt montaient désormais presque aussi vite que les Messerschmitt Bf-109, tout en conservant leur supériorité en plongée, l'inquiétude se transforma en certitude stratégique. La Luftwaffe ne contrôlait plus le ciel, car les formations américaines, coordonnées par des états-majors capables de remplacer en quelques jours les appareils détruits et les pilotes tombés, imposaient une présence permanente, méthodique, écrasante, tandis que des as américains comme Francis Gaby Grabeski ou Walker Maurin accumulaient les victoires en appliquant une logique froide où l'avion devenait une arme industrielle plus qu'un prolongement du corps humain.
Et cette domination se manifesta de façon irréfutable au printemps 1944, lorsque les Thunderbolts commencèrent à escorter les bombardiers jusque profondément en territoire allemand, réduisant l'espace de manœuvre de la chasse ennemie à une série de choix impossibles, exactement comme, à des milliers de kilomètres de là, dans le Congo belge, les marges de manœuvre des mères privées de leurs enfants s'étaient depuis longtemps réduites à néant. Car depuis Bruxelles, les autorités coloniales continuaient à appliquer sans relâche les politiques de séparation initiées dans les années 20, désormais renforcées par des circulaires internes visant à rationaliser le placement des enfants métis, certains étant envoyés vers la Belgique même, munis de nouveaux actes de naissance établis à Anvers, Gand ou Bruges, où leur origine africaine était délibérément effacée. Et comme dans la guerre aérienne, cette politique reposait sur un principe simple, la capacité à produire, classer et remplacer, car un enfant retiré pouvait être remplacé par un autre dossier, tout comme un avion abattu pouvait être remplacé par un appareil sorti d'usine, sauf que dans les deux cas, les conséquences humaines échappaient totalement au calcul. Et lorsque survint le 6 juin 1944, jour du débarquement allié en Normandie, la supériorité américaine devint absolue, puisque plus de 500 P-47 Thunderbolt furent engagés pour protéger les plages et interdire toute intervention efficace de la Luftwaffe, transformant le ciel de Caen, Bayeux et Carentan en un espace saturé de feu et de métal, où les pilotes allemands survivants comprirent que toute tentative de résistance relevait désormais de sacrifices. Tandis qu'au sol, en Afrique centrale, les convois continuaient de transporter vers l'Europe le cuivre, le cobalt et l'uranium extraits du Katanga, minerais indispensables à l'effort de guerre allié, extraits par une population colonisée à laquelle on refusait encore toute reconnaissance politique, révélant une ironie historique cruelle. La victoire contre l'Allemagne nazie reposait en partie sur un système colonial belge fondé lui aussi sur la domination et la dépossession. Et cette contradiction, soigneusement évitée dans les discours officiels, était pourtant inscrite dans les archives, car à mesure que l'année 1944 avançait, les missions catholiques du Congo signalaient une augmentation des troubles psychologiques chez les enfants séparés de force, tandis que les autorités belges répondaient davantage de discipline et de silence, exactement comme l'état-major allemand avait répondu trop tard aux signaux annonçant l'échec de sa stratégie aérienne. Et ainsi, dans le fracas de la libération de la France, comme dans le calme administratif des bureaux coloniaux, le même mécanisme se confirmait. Les systèmes construits pour être efficaces et rationnels ignoraient volontairement le coût humain qu'ils produisaient, jusqu'au moment où ce coût devenait impossible à dissimuler, préparant déjà les fractures morales et politiques qui marqueraient l'après-guerre. À la fin de l'année 1944, alors que la France était en grande partie libérée et que les forces américaines progressaient vers le Rhin, le ciel européen ne ressemblait plus en rien à celui que la Luftwaffe avait dominé quelques années plus tôt, car les P-47 Thunderbolt, désormais employés non seulement comme chasseurs d'escorte, mais aussi comme avions d'attaque au sol, sillonnaient les routes, les gares et les colonnes allemandes en retraite avec une régularité implacable, transformant la supériorité aérienne américaine en une arme psychologique autant que militaire. Et lorsque des officiers allemands comme Adolphe Galland, ancien inspecteur général de la chasse, reconnurent dans leur mémoire que la guerre aérienne avait été perdue autant par l'industrie que par la stratégie, ils mirent des mots tardifs sur une réalité déjà inscrite dans les chiffres. Des milliers de Thunderbolt produits, des pilotes remplacés, des pertes absorbées sans rupture, tandis que l'Allemagne, privée de carburant et de pilotes formés, voyait son système s'effondrer sous son propre poids. Et cette fin de cycle brutale, marquée par la bataille des Ardennes en 1944 et l'impossibilité pour la Luftwaffe de soutenir durablement l'offensive terrestre, trouvait un écho troublant dans un autre espace de l'Empire occidental, où la guerre semblait lointaine, mais où ses conséquences s'accumulaient depuis des décennies. Car dans le Congo belge, les années 1944-1945 furent marquées par une intensification de l'exploitation minière au Katanga, notamment autour de Chinkolobwe,
dont l'uranium fut expédié vers les États-Unis pour alimenter un projet encore tenu secret, tandis que les autorités coloniales continuaient à appliquer les politiques de séparation familiale sans modification substantielle, convaincus que la victoire alliée justifiait la poursuite de cet ordre colonial. Et pourtant, dans les marges de ce système, les premières fissures apparaissaient, car certains missionnaires, certains médecins coloniaux commencèrent à écrire, à conserver des copies de documents, à signaler officieusement les abus, de la même manière que certains pilotes allemands survivants commencèrent à témoigner après leur capture de l'absurdité d'une guerre devenue purement industrielle. Et lorsque le 8 mai 1945, la capitulation allemande fut signée, mettant fin à la guerre en Europe, le monde célébra la défaite du nazisme comme une victoire morale incontestable, sans toutefois interroger immédiatement les structures de domination qui avaient permis cette victoire. Car si l'Allemagne était vaincue, les empires coloniaux européens, eux, demeuraient intacts. Et en Belgique, les autorités se hâtèrent de présenter le Congo comme un pilier loyal de l'effort allié, taisant les violences structurelles qui avaient accompagné cette contribution. Tandis qu'en France, libérée mais affaiblie, les récits héroïques de la résistance et de la libération occupaient l'espace public, reléguant au second plan les questions coloniales et les contradictions morales de la victoire. Et dans ce contexte, les archives produites entre 1920 et 1945, qu'il s'agisse de rapports de combat allemands, de statistiques industrielles américaines ou de dossiers d'enfants métis classés à Bruxelles, furent soigneusement rangés, scellés, parfois oubliés, comme si le passage à l'après-guerre nécessitait un silence organisé. Car reconnaître pleinement ces réalités aurait signifié admettre que le monde d'avant 1950, même lorsqu'il luttait contre une idéologie criminelle, continuait à fonctionner selon des logiques de déshumanisation profondément enracinées. Et c'est dans cet entre-deux, entre victoire militaire et déni moral, que se préparaient déjà les conflits, les luttes et les remises en question qui allaient marquer la seconde moitié du XXe siècle, bien avant que les mots décolonisation, droits humains et responsabilité historique ne deviennent des concepts centraux du débat international. Dans les années qui suivirent 1945, alors que l'Europe tentait de se reconstruire sur les ruines laissées par la guerre, et que les États-Unis s'imposaient comme la première puissance industrielle et militaire mondiale, les conséquences profondes des systèmes mis en place avant 1950 commencèrent lentement à remonter à la surface, non pas sous la forme d'un choc brutal, mais par une série de fissures morales, politiques et humaines que plus aucun discours officiel ne parvenait totalement à masquer. Car si la supériorité aérienne américaine, incarnée par des avions comme le P-47 Thunderbolt, avait démontré l'efficacité écrasante de la production de masse et de la guerre industrielle face à l'élitisme militaire allemand, elle avait aussi inauguré une ère où la distance entre celui qui décide et celui qui subit devenait presque totale, tandis que dans les anciennes colonies européennes, et notamment dans le Congo belge, les politiques appliquées pendant l'entre-deux-guerres et la Seconde Guerre mondiale laissèrent derrière elles des générations marquées par la rupture familiale, la perte d'identité et le silence imposé. Car dès 1946, certains enfants métis arrachés à leurs mères africaines commencèrent à chercher leurs origines, confrontant une administration belge incapable ou refusant de répondre, protégée par des archives verrouillées et par une amnésie volontaire. Et tandis que l'Europe célébrait la paix retrouvée, ses trajectoires individuelles révélaient une vérité dérangeante. La victoire militaire n'avait pas mis fin aux logiques de domination qui structuraient le monde occidental. Elle les avait parfois simplement rendues moins visibles, car les mêmes pays qui avaient défendu la liberté contre le nazisme continuaient à administrer des empires coloniaux fondés sur l'inégalité et la contrainte. Et cette contradiction, longtemps ignorée, commença à nourrir des contestations croissantes, tant en Afrique qu'en Europe, où certains intellectuels, historiens et anciens combattants commencèrent à interroger non seulement les crimes des vaincus, mais aussi les zones d'ombre des vainqueurs. Et lorsqu'à la fin des années 1940, les premiers débats internationaux sur les droits humains émergèrent, ils s'appuyèrent en partie sur ces expériences accumulées, sur la mémoire des bombardements, des séparations forcées, des décisions administratives prises sans regard pour les individus.
car le monde d'avant 1950 avait laissé un héritage ambivalent, des progrès techniques spectaculaires et une capacité inédite de destruction, une victoire contre un régime criminel et la perpétuation de violences structurelles ailleurs. Et si les archives aériennes de la Luftwaffe, les statistiques industrielles américaines et les dossiers coloniaux belges semblaient appartenir à des histoires distinctes, elles racontaient en réalité une même leçon historique, celle d'un siècle où la rationalité, l'efficacité et l'organisation furent souvent utilisées pour justifier l'irréparable. Et c'est précisément cette leçon, née dans le ciel de France, dans les usines américaines et dans les bureaux coloniaux de Bruxelles, qui explique pourquoi l'après-guerre ne fut pas seulement une période de reconstruction, mais aussi le début d'un long travail de mémoire, de remise en question et de lutte, encore inachevé. Car comprendre le monde moderne exige de regarder sans détour ce passé lointain, d'avant 1950, où la puissance des systèmes révéla à la fois le génie technique de l'humanité et sa capacité persistante à sacrifier des vies au nom de l'ordre, de la victoire et du progrès.